Au sommaire de ce journal, assurer durablement la sécurité alimentaire de leur population, c'est l'objectif des participants de la première conférence ministérielle du dialogue des 5+5 sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. La rencontre se déroule à Alger. L'employeur privé est assez peu performant en matière de salaire. Il peine à rivaliser avec le secteur public qui rémunère presque 2 fois plus ses employés, selon des chiffres publiés récemment par l'Office national des statistiques. L'actualité de ce mercredi 27 novembre, marquée également par l'arrestation des violeurs présumés d'un adolescent de 14 ans. 11 individus placés aujourd'hui sous mandat de dépôt par le tribunal d'El Tarf pour enlèvement et viol. À l'étranger, en Tunisie, le siège du parti islamiste Ennahda à Gafsa, attaqué par des manifestants. Gafsa qui était paralysé aujourd'hui, ainsi que 2 autres régions, par une grève générale pour dénoncer la pauvreté et les disparités régionales. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La première conférence ministérielle du dialogue 5+5 sur l'agriculture et la sécurité alimentaire s'est ouverte ce matin à Alger. Elle regroupe 10 pays du bassin occidental de la Méditerranée, dont 5 pays du Sud. L'objectif de cette rencontre est de réfléchir à une action commune pour assurer durablement la sécurité alimentaire de 300 millions de personnes, avec en arrière-plan le spectre de la crise alimentaire mondiale de 2007-2008 qui plane toujours et qui avait pour origine une forte hausse des prix des denrées alimentaires de base. Justement, la Banque mondiale a publié hier un rapport dans lequel elle prévient que les cours mondiaux des matières premières alimentaires, dont les céréales, pourraient connaître une hausse dans les prochains mois en raison des mauvaises conditions climatiques dans plusieurs grands pays producteurs comme le Brésil, la Russie ou encore l'Ukraine. En Algérie, les importations de céréales sont en constante augmentation. Rien qu'au mois d'octobre, la facture d'importation des céréales a augmenté de près de 129%. Quelle proposition émettra l'Algérie pour s'autosuffire et donc assumer son indépendance alimentaire? Élément de réponse avec Jawida Abbas. Si l'autosuffisance alimentaire est un idéal, au même titre que la perfection, l'indépendance alimentaire, elle, est une réalité à dimension géopolitique. En témoignent les émeutes de la faim de 2008, produites dans une quarantaine de pays. Elles ont chamboulé sur leur passage les plannings politiques tant mondiaux que nationaux. Des questions compliquées, gouvernants et gouvernés sont passés à des questions plus simples. Comment nourrir et se nourrir? Outre les limites du keynésianisme, marqué par une économie de marché aussi libérale que liberticide, comme les pratiques des dumpings et des blocages commerciaux régionaux avec l'aval de l'OMC, provoquant des dérégulations et des confusions à l'échelle internationale, les faiblesses structurelles des politiques agricoles des pays, par qui est partie la mèche des émeutes, en sont aussi responsables. En 2008, si l'Algérie a échappé à ces émeutes, 3 ans plus tard, elle y a eu droit et à moindre ampleur, au lendemain de l'envolée des prix de l'huile et du sucre. Si à ce jour, la politique agricole nationale garde son credo importateur comme stratégie sécurisante, elle ne reste pas moins exposée à la famine. Sa demande alimentaire est assurée à hauteur de 75% par les importations. La production agricole algérienne ne couvre que 25% de la demande nationale. Quand cette couverture se fait, les prix des produits ne sont pas suivis par le département de Benbada. Résultat des comptes, ils sont excessifs aux grandes dames des ménages. Ils y consacrent 45% de leur budget. Aujourd'hui, les ressources énergétiques, principal bailleur de fonds du département de Djoudi, s'amenuisent. Pour satisfaire la demande alimentaire nationale, le retour aux terres devient de fait indéniable. Le projet du plan national de développement agricole, lancé depuis 2009, dont le premier quinquennat arrivera à terme l'année prochaine, a nécessité 1000 milliards de dinars. Même s'il est prometteur, il est pour l'heure investi dans la réintégration riveraine, le désenclavement et la redynamisation des zones rurales. La production, elle, attendra d'autres jours. J-3 avant le lancement de la 3G, la téléphonie mobile de 3e génération, dimanche 1er décembre, annoncée depuis plusieurs années et reportée pour des raisons diverses. La 3G sera cette fois-ci, on l'espère officiellement, mise en service. Les 3 opérateurs, Mobilis, Ooredoo et Djezzy, se disent fin prêt. L'arrivée de la 3G relance de plus belle la concurrence entre les opérateurs, mais soulagera principalement les utilisateurs de l'Internet qui souffrent, et on peut le dire, de l'une des pires connexions Internet au monde. L'Algérie est classée 176e dans le classement mondial du débit Internet sur 178 pays.
Toujours en matière de classement, cette fois-ci, nous ne sommes pas les derniers. L'Algérie, 5e dans le monde arabe en matière d'intelligence et au 25e rang mondial, classement établi par le site Goodnet qui se base sur le quotient intellectuel. L'Algérie a obtenu 83 points. La Tunisie, la Libye, le Bahreïn et la Syrie occupent également la même place. Les plus intelligents du monde arabe sont les Irakiens avec 87 points, suivis des Koweïtiens et des Yéménites. Contrairement à une affirmation en vogue, l'employeur privé, de plus en plus dynamique et créateur de richesses, est en revanche assez peu performant en matière de salaire. Hormis quelques entreprises qui emploient du personnel de pointe, le privé peine à rivaliser avec le secteur public. Selon des chiffres publiés récemment par l'Office national des statistiques, le salaire mensuel moyen est de 45 500 dinars dans le public, alors qu'il est de 25 700 dinars seulement dans le secteur privé. Ahmed Hali. Une antienne que l'on entend depuis quelques années est portée par les vents de la libéralisation et de la mondialisation. Le secteur privé offre des salaires plus élevés et plus intéressants. Rien n'est plus faux. Le secteur privé algérien est plutôt à la traîne si on en croit l'enquête réalisée par l'Office national des statistiques. Selon l'ONS, qui a interrogé pour son enquête quelques 900 employeurs publics et privés, le salaire mensuel moyen dans le secteur public est de 45 500 dinars. Il est de 25 700 dinars seulement chez le privé. Explication des experts, les salaires du secteur public ont connu une forte augmentation sur la période charnière 2011-2012. Le secteur des hydrocarbures, mines et carrières arrive en tête avec une hausse des salaires de 15%, contre 12% pour les banques et les assurances et 11,6% dans le transport et les communications. Cette augmentation est due au relèvement du SNMG et aux hausses des salaires consentis pour entretenir la paix sociale. En revanche, le secteur privé fait figure de parent pauvre avec une hausse de 7,5%. Ceci alors que dans les autres pays, le secteur privé paie mieux et propose des rémunérations plus attractives. Autre idée reçue, l'Algérie est un bon élève auprès du FMI, notamment en matière de dépréciation de la monnaie nationale, le dinar. Or, on vient de se faire taper sur les doigts et précisément à cause des dernières hausses massives des salaires. Il faudrait que les FMI nous trouvent une recette pour prévenir les émeutes et surtout pour assurer une élection. Encore un candidat à la présidentielle qui ne doute de rien et qui nous vient d'un peu plus loin. Ali Benouari a annoncé sa candidature à partir de Genève. Et c'est à Paris qu'il a exposé son programme pour les présidentielles de 2014. Il préconise un régime libéral, ce que nous subissons déjà, même si c'est en matière d'économie seulement. Et il se propose d'inverser la courbe du dinar pour la faire repartir à la hausse. Quand un ancien ministre du Trésor de Sid Ahmed Ghazali propose une potion magique pour que le dinar soit à égalité avec l'euro en matière de change, on ne peut que croire au miracle et espérer. Dans l'actualité également, je vous le disais dans le sommaire de ce journal, 11 individus auteurs d'un enlèvement suivi du viol d'un adolescent de 14 ans ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur du tribunal d'El Tarf. La victime est un collégien. Il a été kidnappé dimanche par 2 individus qui l'ont conduit dans une forêt à proximité de la localité d'El Matrouha, à quelques 3 kilomètres du chef-lieu de cette wilaya. 11 hommes ont abusé de l'adolescent avant de le relâcher. Alertés, les éléments de la gendarmerie nationale d'El Tarf ont arrêté les ravisseurs formellement identifiés par la victime. Parmi eux, un mineur de 17 ans. En Tunisie, le siège du parti islamiste au pouvoir, Ennahda à Gafsa, a été attaqué par des manifestants qui ont sorti des dossiers des locaux du parti ainsi que des meubles et les ont brûlés dans la rue. Comme 2 autres régions, Gafsa a été paralysée aujourd'hui par une grève générale pour dénoncer la pauvreté, les disparités régionales. Élément déclencheur de la grève, la décision du gouvernement de ne pas inclure la région de la liste des gouvernorats où des facultés de médecine et des centres hospitaliers universitaires seront bâtis dans les années à venir. Lors des précédents mouvements de contestation, ces 2 dernières années, les sièges régionaux d'Ennahda ont été pris pour cible à travers le pays, notamment à Gafsa.
En Égypte, au lendemain de manifestations au Caire, un procureur égyptien a ordonné l'arrestation de 2 figures de proue de la contestation dans le pays. Résultat de la mise en place d'une nouvelle loi interdisant les manifestations et promulguée le 24 novembre. Ahmed Mahar, chef de file des jeunes du mouvement du 6 avril et fer de lance de la révolte de 2011, ainsi que le blogueur Ala Abdel Fattah, ils sont tous deux recherchés pour leur participation hier à une manifestation qui a été violemment dispersée par les forces de l'ordre. Autre manifestation, en Thaïlande, elles se poursuivent pour faire chuter le gouvernement et s'étendent à d'autres villes. Manifestations sans précédent depuis la crise politique meurtrière de 2010, ce qui fait craindre des débordements dans une capitale habituée aux violences politiques ces dernières années. La Chine affirme aujourd'hui avoir assuré une surveillance constante des 2 B-52 américains qui ont pénétré hier dans la controversée zone de défense aérienne chinoise. Ces propos interviennent suite au défi lancé par Washington à l'armée chinoise. Pour rappel, Pékin a décidé samedi d'établir une nouvelle zone aérienne au-dessus d'îles disputées avec Tokyo, exigeant des aéronefs qu'ils s'identifient pour pouvoir la traverser. Les avions américains n'ont évidemment pas respecté ces consignes. Selon Pékin, les 2 B-52 ont très précisément survolé la mer de Chine orientale entre 11h et 13h22 le mardi 26 novembre. La Chine précise également que ces avions n'étaient pas armés et sont passés à 200 km à l'est de l'archipel Dianowu Senkaku. Voilà, j'y arrive, contrôlé par le Japon et revendiqué par la Chine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Atlas TV. Demain, une nouvelle édition à 21h45, présentée par Lamia Takzout.